Ce que je voulais dire avant, c'est que Fontevraud connaissait bien Florence, hein, puisqu'il y a quelques années, c'est elle on l'a répété hier, avait inauguré 14. 14 ans, c'est 14 ans que Florence avait inauguré les résidences d'artistes à Fontevraud en hiver, en plein hiver. Et d'ailleurs, c'est depuis ce temps-là que il y a plusieurs résidents qui viennent, plus une seule, et grâce à cela, et puis il y a d'autres périodes de l'année, des ans plus cléments. Et puis, il y a, pour les 10 ans de ces résidences, on avait entendu le scénario dit par Isabelle Carré, qui nous avait permis de découvrir avec des images du film La Traversée, puisque la résidence, il y a 14 ans, c'était déjà pour travailler sur La Traversée. Mais je me souviens aussi d'une venue à ces rencontres. C'était les deuxièmes rencontres sur les nouvelles sur les écritures, les rencontres à laquelle nous participons aujourd'hui, où tu avais participé à une discussion autour de l'écriture sans écriture. C'est-à-dire, c'était un moment où on essayait de se dire que l'écriture, c'était pas seulement l'assujettissement au scénario, qui parfois, à la limite, pouvait presque en arriver à une espèce d'application d'un scénario préécrit avec ce que ça peut supposer finalement d'assez mécanique, et qu'au contraire, l'écriture, c'était le travail avec la matière, une avancée à laquelle on n'était pas, on savait pas très bien où on allait. Enfin, c'était un tâtonnement, et que ton travail de peintre, de peinture animée, relevait de cela. Alors, c'est un travail individuel, un travail que tu fais dans ton coin, et puis La Traversée, c'était une étape un petit peu différente, parce qu'il a fallu, en essayant de préserver cette capacité ou ce sentiment d'improvisation, un petit peu sous la caméra, mais de le faire en travaillant avec d'autres personnes. Et c'est un petit peu ce pari c'est de cela dont on va parler. Alors, on va essayer essentiellement de parler d'une séquence. On s'est dit que plutôt que d'en parler de façon trop générale, c'est de montrer une séquence du film, ce qui vous permettra de découvrir un petit brin un petit peu de ce film que vous attendez tous, qui devra sortir un jour, et d'essayer de voir à partir de cette séquence comment tout cela est né. Mais avant, on va commencer par quelques considérations générales, puisque vous connaissez le thème du film. Ce sont des enfants qui sont amenés à partir et à traverser un certain nombre d'épreuves suite à la vie qu'ils mènent dans un village en guerre. On avait vu ça lors de cette lecture, et c'est vrai que quand on le voyait, on disait que c'était très lié à l'actualité, hein, ces migrants. Donc c'était il y a très longtemps. Donc c'est une histoire qui est encore présente. En même temps, les motivations ou le noyau de naissance de films sont toujours un peu multiples. Donc là, il y a d'un côté cette actualité, puis tu dis aussi que c'est une histoire de famille aussi, d'une certaine façon. Alors, donc, tu as préparé un PowerPoint. On va commencer à regarder, je pense, des images. Ça marche avec la petite... Oui, en fait, c'est vrai que ça fait 14 ans donc, que j'ai commencé à travailler sur ce film. J'ai pas travaillé pendant 14 ans sur le film, bien évidemment. Il y a eu beaucoup de difficultés pour le monter financièrement. Il y a 14 ans, en fait... Je sais pas si ça marche, ça, tiens. J'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Donc, il y a 14 ans, il y avait déjà une actualité qui était importante, il y avait déjà une réalité plutôt sur l'immigration, mais on n'en parlait pas encore beaucoup, suffisamment pour que pas mal de gens s'y intéressent, mais pas encore au point où on a commencé à en parler plus tard. Et donc, en particulier, il y a mon mari qui est photographe à l'agence Magnum, qui était parti à Lampedusa sur un tout petit article qu'il avait lu dans Le Monde, disant que de plus en plus de migrants arrivaient à Lampedusa, qu'il y avait des gens qui arrivaient sur des barques et tout, et que Lampedusa ne savait plus quoi faire avec ces migrations. Il y a déjà quelques films qui se sont faits à ce moment-là, mais l'actualité, elle a été vraiment sur l'immigration, elle a vraiment été beaucoup plus importante. Enfin, le relais des médias a été beaucoup plus important au moment
on s'en souvient tous de la mort du petit garçon de 3 ans qu'on avait trouvé sur la plage. Et donc il y avait à la fois le travail de Patrick, donc à Lampedusa et à Malte particulièrement, avec déjà les cimetières de bateaux, c'est-à-dire déjà effectivement beaucoup de morts en mer et qui étaient moins relayés par la presse à l'époque. Et moi, de mon côté, l'envie de travailler sur ce thème-là, c'était aussi une envie de raconter un peu ces histoires de migration qui issues de ma propre famille. Alors donc là, c'est ma famille avec mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, ma grand-mère, mes grandes tantes, mes grands-oncles. Et ils sont partis, c'est une famille juive d'Odessa, et ils sont partis dans la grande migration du début du XXe siècle, en 1905. Ils sont partis d'Odessa en essayant d'arriver. Alors au départ, ils voulaient partir en Amérique. Et puis finalement, comme ils ont été mis en quarantaine, pour pouvoir partir en Amérique, il fallait arriver au Havre, il fallait mettre en quarantaine les enfants et toute la famille avant de pouvoir embarquer. Et mon arrière-grand-mère a décidé qu'elle voulait pas être en quarantaine, et ils sont donc restés en France. Dans le film, je raconte pas vraiment l'histoire de mes arrière-grands-parents, que je connais pas complètement. À l'époque, c'était pas difficile de franchir des frontières. Il n'y avait pas de difficulté à passer d'un pays à un autre. La difficulté, c'était comment on passait quand on était d'une famille pas très riche de juifs d'Odessa. Comment on faisait pour partir dans cette aventure-là, quoi. Ce qu'on raconte sur ma famille, c'est plutôt que mon arrière-grand-mère, elle avait trop d'enfants. Elle est partie avec 9 enfants. Elle était enceinte du 10e. Et la légende familiale veut qu'elle cachait les enfants dans les sacs de bagages pour pas payer les trains de tout le monde. Et puis que quand elle louait un appartement, tout le monde marchait en même temps, au même rythme, pour pas qu'on se rende compte qu'elle avait 10 enfants qui suivaient derrière, quoi, parce qu'elle louait des petits trucs de 2 pièces, et tout le monde, c'était 1, 2, 3, et poum, poum, tout le monde montait les escaliers en même temps pour qu'on n'entende pas la ribambelle de pas de ses enfants. Donc c'était pas les mêmes difficultés. Il y a des anecdotes que j'ai gardées dans le film, mais en gros, quand on s'est rencontré avec Marie Desplechin, et qu'on a commencé à parler du scénario, moi au départ je voulais effectivement faire une famille de 10 enfants qui traversaient je voulais un peu raconter ça ou l'inventer, puisque j'étais pas vraiment au courant de cette histoire-là. Et puis très vite on s'est dit c'est pas possible, on va pas mettre 10 personnages dans un film d'animation, c'était difficile, quoi. Donc très vite on a un peu changé quand le scénario s'est fait, les enfants, d'abord, il n'y en a pas 10, il y en a un petit peu moins, et les enfants perdent très vite leur famille pour se retrouver seuls sur les routes, et on rejoignait là aussi l'actualité des enfants des mineurs isolés qui donc voyagent seuls maintenant. Parmi les personnages, donc, il y a une jeune fille qui a un carnet. C'est ça, qui est incarné toujours sur elle, et elle dessine frénétiquement. Voilà. Donc ces mineurs isolés, on rejoint un peu. Alors il y a plein de choses qui permettent de décrire un scénario, et puis on y met comme ça plein d'idées, plein de choses qui nous sont arrivées ou qui sont arrivées à notre famille, etc. Là, c'est une photo de ma mère, Mireille Miaille, qui toute jeune dessinait tout le temps. Et donc, c'est quelque chose que j'ai repris effectivement dans le film. L'héroïne principale, Kiona, raconte son histoire à travers les dessins qu'elle a fait quand elle avait 15-16 ans. Et j'ai utilisé effectivement des dessins de ma mère qu'elle faisait à peu près à la même époque, dans une période qui était tout aussi difficile, puisque c'était 39-40 et pareil, d'une famille juive, elle a rejoint toute seule avec son frère la zone libre. Donc voilà, il y a des inspirations, mais en même temps, moi, c'était un peu de ce que disait Chloé tout à l'heure. J'avais envie de faire un film qui soit comme mes courts-métrages, c'est-à-dire un film en peinture animée, et qui soit
plus autour de ce qui était mes courts-métrages, c'est-à-dire autour de l'univers du conte. Donc là, le film avec Marie Desplechin, on a essayé d'en faire ce qui serait une espèce de conte migratoire où, chapitre par chapitre, des enfants vont errer comme ça dans un parcours qui va les amener petit à petit à un autre pays, une autre vie, un autre destin. Alors, il y a quelques dessins de ta mère qui... Alors, oui, je voulais montrer... Alors, l'inspiration par rapport à ma mère, ça a été à la fois une inspiration où j'ai piqué des bribes de son histoire et aussi une inspiration plastique, enfin de picturale, parce que ça donc, c'est les petits dessins qu'elle faisait quand elle avait 15-16 ans, et puis elle a peint toute sa vie. Donc, on s'est beaucoup inspiré aussi dans l'équipe avec les décoratrices à Toulouse. Il y avait au mur plein de choses qui pouvaient nourrir le travail de décor, et des dessins de ma mère, à la fois sur, peut-être pas celui-là, je l'ai retrouvé après, mais à la fois sur les paysages, le cirque, parce qu'il y a une partie qui se passe dans un cirque, et puis sans doute l'utilisation de la couleur. Les acrobates, voilà. Donc, comme je le disais, c'est un peu avec Marie qu'on a un peu tricoté toutes ces histoires, avec aussi des choses qu'a complètement amené Marie, qui elle, en même temps, travaillait aussi relayait des histoires de migrants qu'elle écrivait. Donc voilà, c'est un peu... Vous avez travaillé ensemble, et pendant que vous écriviez le scénario, toi, tu dessinais, si j'ai bien compris. C'est ça, au fur et à mesure, tu commençais à dessiner en même temps que vous écriviez. C'est vrai que dans ma pratique, j'ai beaucoup de mal à... Et même avec Marie, on a beaucoup de mal à faire l'écriture d'un côté et puis le dessin de l'autre. Donc il y a toujours des moments où il y a des allers-retours entre ce que Marie écrivait, une histoire commune qu'on voulait raconter. Donc moi je racontais, on travaillait ensemble sur le scénario, sur ce qu'on avait envie de raconter et tout. Elle intervenait beaucoup plus sur la structure du récit et sur l'écriture. Moi, sur des images que je voyais et que j'avais envie de mettre dans le film. Et il y avait vraiment beaucoup d'allers-retours entre l'écriture proprement dite et puis l'écriture peut-être graphique, parce qu'il y a avec des idées qui venaient en les dessinant, comme les personnages des miliciens, par exemple. Et voilà, et des allers-retours où il y avait des moments où elle avait envie d'injecter des choses dans l'histoire que moi je dessinais, ou au contraire, je lui disais mais non, c'est pas possible de raconter tout ça, c'est trop lourd, c'est trop. Par exemple, à un moment, des choses comme parce que on est en animation, donc il faut qu'on sache, moi. J'ai besoin de savoir ce que je suis capable de faire, parce que souvent je travaille toute seule en plus, donc j'ai besoin de savoir ce que je suis capable de faire pour raconter l'histoire qu'on me raconte, quoi. Et il y a des choses, je sais que je suis pas capable, donc forcément ça va, par exemple des grands mouvements de caméra, je sais que je sais pas faire ça. Et donc, du coup, j'ai besoin de raconter, quand l'histoire se raconte, j'ai besoin de savoir si je vais réussir à la raconter, cette histoire-là. D'où les croquis, parce qu'une fois que c'est mis en croquis, je sais que je vais pouvoir trouver un angle, qui va me permettre de raconter l'histoire. Ça, c'est les croquis au tout début, hein, c'est ça? Oui, c'est le tout début. C'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on avait nos rendez-vous où elle venait avec le scénario qui avait un peu avancé, moi, je le mettais en image et puis on en rediscutait et puis on redécoupait. Parce que finalement, le visage de la jeune fille est assez près de ce qu'elle est devenue. Les personnages, je les avais déjà. J'avais déjà. De toute façon, c'était un personnage qui ressemblait un peu à ma mère, donc aussi un petit peu à moi quand j'étais jeune. Le personnage du garçon, il ressemble un peu à mon fils. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression que quand on dessine, on se dessine un tout petit peu soi-même aussi, quoi. Il y avait des personnages qui venaient très facilement, il y en avait d'autres qui étaient plus difficiles à mettre en place, justement parce qu'ils ressemblaient pas à ma famille. Voilà, donc ça, c'est des envies plus de dessin que de scénario. Ce genre d'image, c'est vraiment très rapidement fait, où on se dit, voilà, s'il y a une file de migrants, elle va ressembler à ça. Donc c'est ça qui
qui a un peu soutenu toutes les recherches graphiques, enfin cet aller-retour entre le scénario et puis et les recherches graphiques en même temps. Donc là, c'est un ruban, c'est ça, où il y a le déroulé du. Enfin, certains l'ont vu parce que je crois qu'il était exposé ici à Fontevraud. C'est un ruban qui est le continuum du film, la continuité du film. En fait, quand on a eu terminé un premier scénario avec Marie, très rapidement, j'ai pris un grand ruban de machines à compter. Là, à calculer, oui, je sais pas les. Ouais, les machines dans les. Enfin, tout petit, quoi. Il était grand comme ça, quoi. Mais long. Et très rapidement, j'ai essayé de résumer le film, mais presque automatiquement, quoi, sans y penser, sans relire le scénario. J'ai essayé de résumer tout l'ensemble du film avec des petites touches de couleurs et puis des scènes comme ça qui me restaient. Donc c'est assez abstrait, mais pour moi, je sais exactement à quoi ça correspond dans le scénario et dans le film. Et en fait, si je le montre encore maintenant, donc il y avait, voilà, tout s'enchaîne, hein, c'est pas coupé évidemment. Donc il y a 6 chapitres dans le film, donc chaque partie correspond effectivement un peu à une ambiance colorée. Et si j'en parle encore maintenant, c'est parce que quand on a commencé à réaliser le film et quand on est rentré en production, ce ruban qui avait été exposé ici à Fontevraud, on l'a amené à Toulouse. Et dans l'atelier de Toulouse, on l'a installé tout autour de la pièce dans laquelle travaillaient les décoratrices. Et on collait autour du ruban les différents esquisses qu'on faisait des décors de façon à ce que les décoratrices puissent avoir cette espèce de continuité. On a la photo, je ne sais plus si c'est tout de suite après, mais on a de continuité colorée. On a une photo, alors ça c'est des dessins. Ah ben non, j'ai pas mis juste après. Bon, là, on va la retrouver un peu. On va la retrouver plus tard. Partant, alors ça c'était encore avant la production, toujours sur la façon de, parce qu'en fait le procédé d'animation, c'était pas un procédé qui pouvait être vraiment complètement traditionnel et calqué sur l'industrie de l'animation habituelle. C'était un peu quelque chose à inventer, puisque c'était, voilà, je voulais faire ce que je savais faire, c'est-à-dire de la peinture animée directement sous la caméra, ce qui pour faire un long métrage était une espèce de folie, je l'avoue. Et donc ça, c'est les premières recherches graphiques. Et très vite, je savais que j'allais faire avec des niveaux de vitres, le décor sur papier de soie avec la lumière qui passe à travers, et des éléments de peinture qui sont faits sur des vitres au-dessus du décor. Donc ça, c'était les premières recherches autour de l'aspect visuel que je voulais avoir dans le film. À la fois sur les décors et sur les personnages. Donc des papiers de soie avec de la peinture à l'huile, parce que la peinture à l'huile est transparente, et des personnages qui sont au-dessus. La peinture à l'huile, en fait, elle peut être transparente sur des couleurs comme les jaunes, les rouges, etc., ou complètement opaque sur les blancs. Donc en fait, les blancs permettaient, et les couleurs claires permettaient de ne pas voir le décor qui était en dessous. Et très vite, on a mis en place on a commencé à mettre en place un banc de titres, donc avec plusieurs niveaux de vitres, où vous voyez la partie en bas, c'est le décor, et les parties au-dessus, c'est les différentes parties qui vont être animées par les animateurs, avec une répartition alors, ça dépendait... C'était théoriquement pour simplifier le travail des animateurs. En fait, c'était pas simple du tout, quoi. Mais, il y avait combien de bancs de titres construits comme ça? Eh ben, il y avait un banc de titres par animateur. Donc, le nombre d'animateurs avec lesquels on a travaillé, il y a eu 5 personnes en République tchèque, entre 5 et 7 personnes en République tchèque, qui ont travaillé pendant 18 mois. Il y a eu 5 personnes à Toulouse, qui ont travaillé pendant 9 mois, je crois. Et 2-3 personnes en Allemagne, à Leipzig, qui ont travaillé pendant 1 an, 12 mois. Ils n'étaient pas très nombreux, mais du coup, ça c'est un peu... Voilà, donc l'animation, donc il y a eu autant de bancs de titres, c'est-à-dire 5 plus 5 et 5, 10, 11, 13 bancs de titres. 13 bancs de titres qui ont été fabriqués pour l'occasion.
Partant du banc de titre, pareil, et directement sous la caméra, un peu sans filet, quoi. Comme l'animation directe sous la caméra. Donc, avant de travailler avec les animateurs, on a fait des petits tests. Alors, je sais pas si ça... Non, ça bouge pas encore. Voilà, ça bouge. Donc, c'est vraiment des tests, les premiers tests pour savoir comment on allait traiter les personnages, comment on allait traiter l'ombre, la lumière, etc. Enfin, c'est pas... L'animation n'est pas... voilà, c'était juste des tests. Et on revient donc, la première chose qu'on a fait après tout ça, c'était de réaliser donc les décors. En gardant en mémoire, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on voit là le grand ruban qu'on a accroché à Toulouse. Et de part et d'autre de ce ruban, on a accroché les éléments, des petites esquisses qui permettaient justement aux animatrices de voir dans quelle direction on allait, parce qu'il n'y avait pas à proprement parler de layout. Oui, parce que quand on voit ce ruban, c'est des tonalités, des couleurs, parfois même des taches. Enfin, c'est pas très précis. Donc, comment est-ce qu'ils pouvaient se débrouiller avec c'est un peu des esquisses, quoi. Comment est-ce qu'ils pouvaient s'en emparer pour faire les décors? C'était ça qui était difficile, c'était de partir d'esquisses. Alors, j'avais fait un storyboard quand même qui était un tout petit peu plus précis que les premiers éléments que je vous ai montrés, parce qu'au fur et à mesure, j'ai quand même essayé de préciser le storyboard à partir des premières recherches un peu graphiques, des premières images que je vous ai montrées. Il y a eu une phase de précision du storyboard, et quand on pouvait, on agrandissait le storyboard pour partir du décor qui était dans le storyboard, mais c'était pas toujours le cas. Et du coup, ça a demandé pas mal de travail. Il faisait une première esquisse au fusain du décor, et puis ensuite, moi, je regardais si la première esquisse me convenait, et ensuite, il y avait des mises en couleur. Alors, il y avait un système bien, parce qu'en fait, il y a un papier de soie pour les décors, il y avait un papier de soie sur lequel on esquissait les couleurs, mais très rapidement, et revenant sur ce papier de soie, on mettait un cellulo sur lequel on précisait les choses. Donc en fait, et le cellulo, on pouvait tout le temps effacer, revenir, etc. Donc il y avait une facilité de travail, mais les décoratrices, elles pouvaient corriger. On n'était pas obligé de refaire tout le dessin s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc il y avait première étape au fusain pour mettre en place le décor, d'après mon storyboard à moi. Deuxième étape, donc sur les papiers de soie où il plaçait déjà les couleurs principales. Et la troisième étape sur le cellulo où à la peinture à l'huile, on précisait les choses plus ou moins, etc. Donc, et où on pouvait revenir en effaçant. Enfin, moi, c'est ma pratique aussi d'animation, c'est-à-dire d'effacer, de revenir, d'effacer, de revenir. Donc tout le monde, c'est un peu... Oui, mais la difficulté, c'est quand toi tu le fais, on voit ton geste, c'est ton geste à toi. Donc là, c'était un film qui est signé Florence Miaille, mais les gestes qu'on voit, c'est les gestes d'autres personnes qui devaient être un peu perdues, peut-être par moment, non En plaisantant, je disais que c'était des gestes en liberté surveillée, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont une certaine liberté, puis en même temps, il ne faut pas qu'ils aillent trop non plus vers quelque chose qui ne serait plus ma face... Enfin, où je me reconnaîtrais plus du tout, quoi. Donc c'était un espèce d'arriver à être à la fois moi et pas moi. Enfin voilà, cet équilibre-là à trouver pour que ça continue. Et il y a quelqu'un qui le dit, enfin il y a une des animatrices qui le dit très joliment dans un petit making-of où elle dit on essayait de penser comment Florence aurait fait. Et en même temps, elle dit en même temps qu'elle retrouvait aussi sa touche à elle. Et je crois que ça a été ça tout le temps, quoi. C'est-à-dire que les décors, il y avait à la fois... Ils essayaient de se mettre dans ma tête et en même temps, ils restaient dans la leur quand même, ou en tout cas dans leurs mains, quoi. Leur main, elle était
pas dans ma tête à moi, quoi. Elles étaient leurs mains aussi, quoi. Et en fait, quand je me souviens très bien que quand j'ai montré l'ensemble des décors ici, en lisant le scénario, pendant que Isabelle Carré lisait le scénario, en sortant, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est vraiment, c'est très beau et tout ça, mais qu'est-ce que ça va être quand ça sera plus toi qui feras les décors? Et j'ai dit, mais là, c'est déjà plus moi qui ai fait les décors. Donc c'était vraiment un compliment de se rendre compte que au moins ça avait été une étape qui avait été réussie par rapport à cette volonté-là d'être. Et la deuxième étape, ça a été l'animation, parce que finalement, l'animation, c'est pareil. On se rend compte qu'on a une façon d'animer qui est très particulière et comment les personnages et l'animation allaient aussi passer par à la fois la même chose, quoi. C'est exactement pareil. Comment les gens vont se réapproprier les personnages, comment ils vont les animer, comment voilà. Mais ça, c'est un tout petit peu après dans mon. Voilà donc les décoratrices au travail. Là, c'est Raphaël, mais j'ai oublié évidemment les noms. Donc il y avait à la fois qui travaillait à la fois avec une palette de couleurs qu'on avait donnée par chapitre, plus les références d'esquisses et de croquis qu'on faisait, qu'elle a devant elle. On voit sur le côté un petit peu justement le petit brouillon qu'elle a pu faire au fusain. Et puis les palettes de couleurs. Alors en fonction, voilà, c'était. Là, c'est le passage d'une esquisse au décor qui va être utilisé dans le film. Sachant que pour la nuit, on avait décidé de faire des nuits qui restaient très picturales, donc c'est pas la lumière du bantite qui change. On a décidé aussi, pour que ce soit plus simple, vu qu'on avait, comme j'ai dit, 13 bantitres, d'avoir toujours les mêmes lumières, c'est-à-dire qu'on ne changeait pas les lumières par rapport au thème ou au sujet. Donc c'était vraiment la couleur et la peinture qui faisait les ambiances nuit, les ambiances de jour, etc., etc. Et là, donc, on rajoutait sur le décor une couche de nuit, donc une trame de peinture qu'on rajoutait sur le décor pour donner la nuit. Si on enlève la couche, on est sur un décor de jour. Donc je crois qu'on approche de l'extrait, qu'on va voir, parce que c'est dans le cirque. Non, pas on n'a tout à pas fait. encore. Ouais, il y avait encore comment se sont construits les personnages. Donc je vais essayer d'aller. En fait, les personnages, je me suis beaucoup inspirée des carnets de ma mère. Alors c'est pareil, c'est des carnets qu'elle a dessinés quand elle avait 15-16 ans. Et il y a cet aller-retour entre ces dessins originaux qu'on voit en haut à gauche, les dessins qu'on a réadaptés un petit peu pour qu'il ressemble un tout petit peu plus au personnage du film, et puis le personnage tel qu'il apparaît après dans le film. Donc, tous les personnages n'ont pas été faits comme ça, mais il y a eu un certain nombre de personnages, donc d'aller-retour entre les carnets de ma mère et puis le film. Voilà, ça c'est un des personnages principaux du film, Erdewan. Là aussi. Là, on voit très mal. Mais voilà, c'est un des personnages qu'on va retrouver dans l'extrait que je vais vous montrer. Chaké. Et Iskander aussi, un des personnages principaux du film, où voilà, il y a eu ces allers-retours entre les carnets et là, c'est l'extrait. Je sais pas comment. C'est l'extrait. Donc on va peut-être baisser les lumières pour que ça. Ah oui. C'est bon. Donc j'ai choisi un extrait où il y avait aussi de l'action pour montrer qu'il y avait aussi de l'action, parce que en peinture animée c'est peut-être plus facile de faire des choses qui sont. Il y a d'autres extraits qui auraient pu être plus impressionnants au niveau plastique peut-être, mais là voilà, c'était aussi comment on adapte avec une histoire, avec de l'action, avec des choses qui sont pas qui sont peut-être plus difficiles à faire en peinture et plus difficiles aussi à passer dans la façon de faire l'animation. Donc Alors cette séquence, elle a été animée où Alors cette séquence, elle a été animée à Toulouse, et c'était intéressant de le voir aussi. C'est une séquence qui a été animée par 3 personnes différentes.
Mais on le sent. On sent effectivement des pattes des mains d'animateurs un peu différentes. Mais bon, en même temps, la séquence, elle fonctionne dans sa continuité aussi. Mais si on regarde bien, oui, moi, je peux dire, ça a été animé par un tel, un tel, un tel. Il y a des choses qui sont plus... Et voilà, les animateurs, ils s'appropriaient vraiment le travail. Il y en avait qui avaient besoin enfin, mais je reparlerai en montrant des extraits, mais il y en avait qui avaient besoin d'avoir... qui se faisaient leur... parce qu'il n'y avait pas de layout à proprement parler, d'animation. Donc, c'était pareil, ça partait de mon storyboard à moi. Et il y en avait qui avaient... Le storyboard, des fois, il était très précis, d'autres fois, il l'était moins. J'ai des exemples d'un storyboard pas du tout précis. Il a fallu vraiment que l'animateur invente le mouvement, mais alors complètement. Et donc, il y en avait qui étaient très, très dans l'instinct, enfin, très intuitifs dans leur façon d'animer, et d'autres qui, au contraire, avaient besoin personnellement de se faire justement ce layout. Donc, très vite, ils faisaient, enfin, très vite ou pas très vite d'ailleurs, mais ils faisaient un petit line test pour être sûr d'aller dans le bon sens, etc., que je contrôlais, et des fois, non. Donc, mais après, on pourra en parler du comment ça se passait. Parce que voilà, les gens, ils travaillaient directement sous la caméra. Et faire recommencer un travail qui est souvent très, très long, c'est très difficile aussi, quoi. C'était toujours pareil, une balance entre... alors, le décor, c'est pas trop compliqué, mais dès qu'on rentre dans l'animation, et s'il y a des fois, un plan peut prendre 3, 4, 5, plus d'une semaine aussi. Donc, être toujours aux aguets pour essayer de ne pas laisser dériver vers quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir, enfin, qui ne va pas, quoi. Voilà, c'était assez compliqué. Donc, j'ai remis un petit peu des... Attendez. Voilà. Plus spécifiquement à la séance donc, que vous avez vue. Bon, je passe un peu vite parce que c'est toujours un peu le même principe, mais plus spécifiquement donc pour qu'on se rende compte de la progression du travail. Donc, toutes premières esquisses en même temps que Marie, plus des esquisses en couleur pour mettre déjà en place une ambiance colorée. Voilà. J'ai pas mis l'étape du storyboard un peu plus précis parce que finalement, ça ressemble plus à des storyboards habituels. Et puis, partant de là, donc, des essais sur les décors. Donc ça, c'est les décors qui sont dans la petite séquence, avec plusieurs niveaux parfois où on essayait effectivement de savoir comment on allait travailler sur la lumière, tout en gardant une dimension très, très plastique, quoi, dans les choix. Voilà, donc ça, c'est les différents décors du film, enfin de la séquence, pardon. Avec, comme on travaillait, il fallait refaire les détails de certains décors quand il y avait des gros plans. Une autre vue du cirque. Les spectateurs, avec les mouvements de caméra qui étaient indiqués pour les animateurs. Ensuite, il y a eu une étape de posing. Et là aussi, la difficulté, c'était... Enfin, il y a beaucoup de difficultés qui tiennent à la liberté que pouvaient s'autoriser les animateurs. Et le posing. Donc, en fait, en haut, il y a mes propres croquis d'un des personnages, sauf que si on donne des croquis qui sont trop libres, entre guillemets, enfin, qui ont... Voilà, l'animateur, il ne sait pas où il peut placer sa liberté à lui, quoi, dans quelque chose comme ça. Donc, on est passé par et ça, on s'en est rendu compte assez vite, donc on est passé par une phase de rationalisation des croquis, qui est le turn habituel de l'animation, et ensuite, effectivement, les animateurs se réappropriaient le personnage. Et puis, il y a aussi le mouvement, c'est-à-dire la mise en scène. Quand c'est toi qui le fais, tu avances un peu intuitivement, là, ils étaient obligés de te demander comment il s'assoit, comment il se déplace. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me semblait assez évident dans l'animatique, c'était pas du tout évident pour les animateurs qui le prenaient en charge. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression que les intentions étaient claires et qu'en fait, elles étaient jamais suffisamment claires. Donc, on faisait effectivement de grandes réunions avec les animateurs pour dire, voilà,
le personnage, il est comme ci, comme ça, il se sent comme ci, comme ça, il le fait dans telle et telle intention, etc., etc. À partir du moment où il n'y a pas de layout précis, effectivement, chaque scène chaque plan plutôt était décortiqué pour dire, enfin pas chaque, mais presque tous les plans, y compris des choses sur lesquelles j'aurais pas pensé qu'il puisse y avoir des problèmes, quoi. Donc effectivement, la manière de s'asseoir. Alors on mimait beaucoup au moment de. Et ce que je disais, c'est que, enfin, ce qu'on peut voir un petit peu, c'est qu'effectivement, chaque animateur, il mettait sa propre façon de peindre avant même le mouvement, mais même de peindre les personnages. Là, c'est le même personnage avec mon croquis de départ, le passage par le turn du caractère et les différentes façons d'interpréter le même personnage, enfin de l'interpréter ou même de le dessiner, parce que c'est vrai qu'il y a une patte qu'on peut, enfin une façon de poser un trait qu'on peut pas qu'on peut pas, qu'on maîtrise pas, quoi. C'est chacun a le sien, quoi, en fait. C'est comme une signature. Puis même, je pense que quand toi tu dessines, d'un plan à l'autre, le visage il peut aussi bouger un petit peu. Donc il n'y a pas la fixité d'une expression comme si c'était arrêté et complètement figé. Donc ça reste vivant, quoi, même quand tu le fais toute seule. Voilà. Pareil pour un des personnages, donc Yon. Mais là, j'avais personne dans les carnets de croquis de ma mère, donc j'ai pris un acteur connu. Mad, non, c'est pas Depardieu, c'est Matt Mikkelsen. J'oublie toujours son nom. Hein. Matt. Ouais, Mikkelsen. Mais finalement, le personnage, après, il est entre lui et puis Viggo Morgenstern. Voilà. Et là, c'était encore plus difficile. Là, il y a eu plein d'interprétations très, très différentes de ce personnage. Il a été pris en main par plusieurs animatrices et à chaque fois, c'était pas lui et pas exactement lui, quoi. C'était vraiment... Donc ça, c'est Charles qui faisait les posings, ce qui me permet de souligner que j'ai eu très peu d'hommes qui sont venus nous rejoindre sur ce film. Les décors ont été faits que par des décoratrices, et l'animation, j'ai eu qu'un seul animateur qui s'est risqué à travailler sans filet. La voix, qui a été faite, comme beaucoup de films d'animation, qui a été faite. On a commencé par faire une voix témoin sur l'animatique de façon à monter un peu l'animatique. Il y a une première partie d'animatique qui a été montée par Julie Dupré, qui venait pas de l'animation d'ailleurs, qui venait du cinéma en prise de vue réelle. Et bon, je vous le mets quand même. Comment ça marche? Je sais pas si j'arrive. Te fâche pas. C'était au courant qu'elle s'était enfuie d'une ferme? Ça, bien sûr, elle s'en est pas vantée. Hein. J'ai envoyé les deux en même temps, mais vous voyez le principe. Et je vais essayer de pas envoyer. Qui c'est qui va me faire le numéro? Sois gentil, mon chéri. Relâche-la. Qui c'est qui va me faire le numéro? Sois gentil, mon chéri. Relâche-la. Et effectivement, alors ça, c'est les acteurs qui ont joué les personnages. Avec, juste pour la petite histoire, Aline Afanoukoé qui m'a dit je suis sûre que je ressemble mais trait pour trait au personnage, et elle se sentait mais complètement comme le personnage. Effectivement, c'est une femme très, très volontaire, etc. Et voilà. Et le lip sync, c'est automatique. On fait du détection de phonèmes, et on avait fait toutes les bouches qu'il fallait pour pouvoir ensuite, les animateurs avaient la détection et pouvaient s'inspirer de la détection qui avait été faite pour faire l'animation. Ça fait partie du packaging qu'ils avaient là. Voilà. C'est ça. Hein. Ouais. Là, oui, c'est un petit film, là, une petite séquence où on voit l'animatrice. Voilà, on voit Aurore au travail. Donc c'était un travail qui était assez difficile parce que les vitres, il fallait passer sous la vitre pour faire. On voit là, elle met les couleurs du personnage dessous, alors que la ligne est dessus. Donc on a toujours, il fallait toujours regarder l'écran pour pouvoir ajuster. La couleur et puis le trait. Voilà, et ça, c'est le petit bout qu'elle fait.
ça, chaque animateur recevait un dossier dans lequel il avait à la fois le... C'est pas moi qui les vends comme du bétail, ces mômes. Toi aussi, t'en profites. D'où ils viennent, ceux qui triment dans ton cirque? Voilà, donc il y avait à la fois le bout de storyboard dont je vous parlais, plus ou moins précis. Dans le même dossier, ils avaient des attitudes du personnage principal et on essayait de plus en plus, plus le film avançait, plus on essayait de donner des exemples des personnages tels qu'ils avaient été faits par les autres animateurs. Voilà, donc ça c'est un peu les personnages qui étaient faits. Ils avaient les décors avec là effectivement un décor où on a mis en compositing les personnages qui sont devant, les spectateurs qui sont devant, et puis un petit test d'anime pour voir comment qu'on avait fait avant, pour voir comment traiter la lumière juste. Voilà. Et le plan lui-même. Voilà, le plan lui-même. Là, qui n'est pas composité encore, qui n'est pas composité tel qu'on le recevait. De temps en temps, on faisait un peu de retiming sur les plans. Ça, c'était moi qui le faisais. Bon. C'est pas moi qui les vends comme du bétail, ces mômes. Toi aussi, t'en profites. D'où ils viennent, ceux qui triment dans ton cirque? Voilà. Là, je voulais juste vous montrer cet exemple pour vous montrer à quel point l'animateur pouvait avoir besoin complètement de se réapproprier le mouvement. Par exemple, ici, ça c'est mon animatique. Ça bouge? Non, ça bouge pas. Non! Tenez-la, vous autres! En gros, l'animatique, comme vous avez pu le voir, il a deux positions. Et c'est vraiment l'animateur qui a complètement pris en charge ce plan-là. Vous avez eu le temps de voir? L'animatique, on l'a pas vu du coup, c'était à gauche. Ah mais... Alors, attends. Parce qu'il était derrière, je sais pas pourquoi. C'est pas moi qui les vends comme du bétail. Alors, l'animatique. Non, il est derrière. Je sais pas, il y a quelque chose qui est derrière, je sais pas. Non! Tenez-la, vous autres! Ouais, mais j'arrive pas à l'enlever. Je sais pas pourquoi j'arrive. Ah! Non, j'arriverai pas à l'enlever. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, l'animatique, il y a cette position-là et il y a la position levée. C'est tout. Donc, je peux vous le décrire comme ça. On l'a trouvé. Ah non! Voilà. Et là, c'était juste qu'on a aussi fait. C'était pour nourrir les animateurs. On a été faire des croquis. Alors Toulouse, c'est le centre. Il y a l'école nationale de cirque, et donc on a été faire des croquis dans le cirque, pareil pour. Il y a toujours Aurore qui dessine. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que en fait, je me suis rendu compte aussi que chaque animateur avait un peu un cadrage dans lequel il était à l'aise. Il y avait des gens qui étaient très à l'aise sur les gros plans, et il y en avait d'autres, ça marchait pas du tout sur les gros plans, et ça marchait très très bien. Mais ça, c'est Aurore, et ça marchait très très bien sur des petits personnages vus de loin, et une animation beaucoup plus intuitive justement. Et le plus dur étant les plans moyens, où il faut être à la fois assez précis, et puis où voilà. Donc chacun avait un peu. Enfin, quand je distribuais le travail aux animateurs, il fallait que je tienne compte de leurs possibilités, de leurs capacités, de leurs aptitudes à jouer. À se réapproprier. Et puis c'était pareil avec les personnages. J'essayais de pas trop distribuer. Enfin, il y avait des gens qui faisaient très bien certains personnages et d'autres moins bien. Donc à chaque fois que je pouvais, parce que je pouvais pas répartir non plus. Enfin, quand ils prenaient un plan, s'il y avait 3 personnages dans le plan, il fallait qu'ils arrivent à faire les 3 en même temps. Mais c'est vrai qu'il y en avait qui réussissaient beaucoup mieux certains personnages plutôt que d'autres, et donc j'essayais aussi de répartir en fonction de ça. Voilà, avec ma maman, plus âgée, qui a continué à peindre jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, une fois que j'ai eu presque terminé le film, en cherchant dans les croquis,
j'ai trouvé ce croquis-là de ma mère donc sur les gitans, et puis une lettre qu'elle écrit à son père pendant la guerre où elle dit si un jour je disparais, enfin j'aime beaucoup travailler, enfin j'ai oublié de prendre la lettre avec moi, mais et où elle dit j'ai adoré travailler avec les gitans, j'ai adoré les dessiner et tout. Si un jour je disparais, vous saurez où je suis. Voilà. Merci Florence. Merci. On a 5 minutes pour des questions. 5 minutes. Juste pour l'équipe. L'équipe était pas très importante, l'équipe, mais je tiens à les remercier. Enfin, je sais qu'il y a Camille qui est là, peut-être, qui a été assistante réale. Et voilà, ça a été formidable de travailler en équipe parce que c'était ma première expérience en équipe. Et ça a été formidable de pouvoir se rendre compte que chacun amène à cette espèce d'édifice monstrueux qui est d'arriver à réaliser ce film et que chacun pouvait y amener sa contribution. Ça a été vraiment une belle expérience. Tu es prête à recommencer, quoi. Ce film, cet édifice monstrueux. Je ne sais pas. Voilà. Et une question là sur la date de sortie du film. Alors, normalement, ça devrait sortir... on ne sait pas encore, parce que c'est vrai que le film a été terminé fin janvier. Ensuite, il y a eu le confinement. Il devait sortir en juin 2020. Et là, on est en train de s'acheminer vers une sortie en juin 2021, quoi. Après, enfin, juin 2020. Ensuite, on a retardé à septembre. Et là, oui, ça devrait s'acheminer vers juin 2021. Et j'ai hâte de le montrer en entier, d'arrêter d'en parler et de le montrer parce que je pense qu'il y a un moment où les films ils doivent parler d'eux-mêmes, quoi. Alors je sais que la question a été beaucoup posée, donc je pense que c'est autour de 3 millions d'euros. Mais d'après ma productrice, il y a eu un petit dépassement de budget. Florence, combien de fois vous êtes allée en République tchèque, en Allemagne, c'est moi? Ah oui, pardon. Combien de fois vous vous êtes déplacée en République tchèque, en Allemagne? J'ai pas arrêté. C'est-à-dire que la production, elle a duré 3 ans. Et que pendant 3 ans, j'ai passé au début, j'ai été à Toulouse pour les décors. L'ensemble des décors s'est fait. Presque tous les décors se sont faits à Toulouse. Et puis ensuite, j'ai ensuite été en République tchèque. On a commencé l'animation. Et l'animation n'était pas terminée. J'étais en Allemagne. Et l'animation n'était pas terminée dans les 2 pays. Et j'étais à Toulouse. Donc en fait, j'ai pas arrêté de tourner. Alors combien de fois, je n'ai même pas compté. Mais en tout cas... ouais, j'arrêtais pas, quoi. J'arrêtais pas alors, je passais 15 jours en République tchèque, je passais en Allemagne, ensuite, je retournais en République tchèque, je venais 2 jours à Paris. Enfin, Paris, il n'y avait pas trop de choses qui se faisaient à Paris. En tout cas, il y avait l'équipe des assistantes réales qui étaient à Paris et qui travaillaient aussi à Paris. Donc, la communication, c'était très difficile. Enfin, c'est ça qui était difficile aussi, quoi. C'est la communication avec les équipes sur plusieurs pays, sans présentiel, justement. Le moment où c'est sans présentiel, où on est devant un ordinateur à essayer d'expliquer à un animateur comment il faut qu'il fasse le plan et tout ça, c'est très difficile, quoi. Ça marchait beaucoup mieux quand j'étais présente avec l'équipe, ça allait à peu près. Enfin, ça allait, j'espère. Mais quand par contre, j'étais pas là, c'était très difficile Enfin, la communication était beaucoup plus difficile, quoi. Et après, on a eu des chefs à Nîmes qui n'étaient pas prévus au départ et qui pouvaient être présents à Toulouse et à Prague quand j'étais pas là et qui faisaient effectivement le relais entre l'équipe d'animateurs et moi. Et heureusement qu'ils sont arrivés. Donc, il y a eu Yuri Tchernenkov,
et Julien Laval à Toulouse et Yuri à Prague. Voilà, ça a été un... Eh bien, si vous le voulez, on va s'arrêter là. Il y avait une question, je crois, non, c'est pas... Non. Il y avait une question, oui, c'est sur le choix de Marie Desplechin comme co-scénariste. Marie Desplechin, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, en fait. Quand j'ai fait l'adaptation des Mille et une nuits, je l'ai rencontrée à ce moment-là sur Scheherazade, et on s'est super bien entendus. Et on a continué à travailler ensemble. Et puis à un moment, quand j'ai fait mon long métrage, j'ai été la voir en lui disant mais est-ce que tu aurais envie de travailler aussi sur mon long métrage? Et elle m'a dit mais attends Florence, ce serait comme si c'était une infidélité si tu prenais quelqu'un d'autre. Donc voilà, je crois qu'on va, si je refais quelque chose, je continuerai à travailler avec Marie parce que j'aime bien sa façon de voir, j'aime bien on s'entend bien. Et en général, je suis assez fidèle avec les gens avec qui je travaille. Alors, la dernière question. Pourquoi pas d'animateur français? Alors, animateur ou animatrice. Pourquoi il n'y a... La question, c'est pourquoi il n'y avait... Mais je crois qu'il y en avait, en fait. Mais la question, c'est pourquoi n'y avait-il pas d'animateur français pour participer au film? Ah si. Il y a eu 9 mois d'animation à Toulouse avec des animateurs français. Non, j'ai du mal des animatrices et un animateur. Non, je pense que ça concernait le... Non, il y a eu des animatrices françaises et un animateur. Il y a eu 4, un peu plus, ouais. C'est peut-être une phrase, Florence, que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait pas d'animateur, mais tu parlais de... Non, je parlais femmes. Du genre, ouais. Il n'y a pas eu beaucoup d'hommes dans mon film. C'est pas une question de nationalité, mais de genre. Voilà, exactement. Et sinon, pourquoi des animateurs en République tchèque et puis en Allemagne? Je pense qu'il faut peut-être aborder... Ça aborde un tout petit peu les problèmes de production. Comme la France ne suffit pas à produire un film d'animation, on ne peut pas produire juste avec enfin, en tout cas, moi, on n'a pas pu produire simplement avec les financements français. Donc, la productrice est obligée d'aller chercher des financements à l'étranger, en particulier en Europe, pour avoir des aides supplémentaires, soit des aides européennes, soit des aides, effectivement, des pays concernés. Et quand on a des aides à l'étranger, on est obligé de faire une partie du travail dans les pays en question. Donc effectivement, on a eu très vite une aide de la République tchèque et de la télé tchèque qui a préacheté le film. Donc on avait une obligation de tourner, de donner une partie du travail en République tchèque, et on a décidé que ça serait une équipe d'animation. Et pareil en Allemagne, où il y avait une équipe d'animation beaucoup plus réduite, donc 2 personnes a priori, ce qui n'était pas forcément une bonne idée d'ailleurs, et toute la post-production, ou une grosse partie de la post-production qui a été faite en Allemagne, dont le son, l'étalonnage et d'autres choses, et la musique. Voilà, donc ça c'était des obligations, parce que si l'Allemagne donne de l'argent, il faut qu'il y ait un auteur allemand. Et les auteurs, c'est le scénario, la réalisation et la musique, qui sont considérés comme étant des auteurs dans le film. Donc on était pareil, c'était quasiment obligatoire d'avoir un musicien allemand. Enfin, pas quasiment, c'était. Bien, merci. Merci. Merci Florence, merci Jacques.